Et puisque nous allons mener ce combat, vous l'appelez le combat, la lutte ou la bataille contre la fraude, pour le respect des règles et des principes démocratiques, eh bien, nous allons le faire. Si ceux qui veulent organiser la fraude sont déterminés à la faire, nous serons déterminés à la combattre jusqu'à ce que la vérité triomphe et que la vérité des urnes soit la règle. Donc, mes chers compatriotes, je voudrais vous lancer un appel. Ce combat, c'est le vôtre. C'est pour notre pays qui a tant souffert. Soyez convaincus que l'UFDG sera le parti par lequel le changement tant espéré par notre peuple va enfin arriver. Nous allons mettre en place l'état de droit, moderniser notre administration, mettre fin à la corruption, au laxisme et à l'impunité dans l'administration, pour que l'administration soit au service des citoyens. Vous allez dire quel est le secret? C'est d'abord par l'exemple, parce qu'il nous faut un leadership capable de faire don de sa personne à la collectivité nationale, en donnant l'exemple pour être fondé à sanctionner le laxisme, la corruption et l'impunité. Il faut qu'on travaille sur une base, comme qu'on soit, vous êtes dans un pays où le droit est sacré. Dès que vous violez le droit, vous payez. Il y a un coût pour vous. En Guinée, il n'y a pas de coût. C'est Damar et Sabou. Ça y est. Nous allons être le parti qui va défendre tout le monde. Ceux qui ont du sabou et ceux qui n'ont pas seront défendus. Par l'application rigoureuse de la loi. Par l'application rigoureuse de la loi et des règlements. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on a perdu toutes les valeurs. Tout le monde est à la recherche des faveurs du chef. Il faut d'abord que le chef refuse ça, la démagogie. Il faut qu'il veille à son comportement, au comportement de ses ministres, parce que c'est lui qui est responsable devant le peuple, à celui de ses préfets. Les règles vont être définies, les missions précisées. Chacun est chargé d'appliquer la politique du gouvernement dans le respect des règles et des procédures et dans le respect des lois de la République. Parce que c'est ça qui protège. Donc, vous savez, lorsqu'on a dit la priorité numéro 1 de l'UFDG, lorsqu'on va accéder bientôt, je l'espère, au pouvoir, c'est de mettre en place l'état de droit et d'améliorer la gouvernance. Mettre en place un cadre juridique réglementaire clair, faire en sorte qu'il y ait une justice indépendante qui puisse être le recours d'abord pour le citoyen. Ensuite, pour l'entrepreneur, les entreprises, les investisseurs étrangers, que la justice soit au service du droit. Ça, dans un État moderne, le climat des affaires ne peut s'améliorer que s'il y a une justice et recours. S'il y a des infrastructures modernes, donc il y a de l'électricité de bonne qualité à un bon prix, ça améliore la compétitivité de l'économie et ça favorise l'accès des citoyens, des entreprises à cette électricité-là. Ça améliore les conditions de vie de tout le monde. Mais des industriels aussi. Il faut qu'on ait des infrastructures de transport modernes. Un port qui marche, où les délais et les coûts sont maîtrisés, des routes praticables en toute saison, faire en sorte que chaque préfecture soit désenclavée par une route bitumée. C'est possible, les études existent, c'est faisable. Faire en sorte que l'accès à l'eau potable soit universel, en mettant en œuvre des programmes de modernisation, aussi bien au niveau de l'hydraulique urbaine qu'au niveau de l'hydraulique villageoise. C'est possible. Il y a beaucoup de bailleurs de fonds dans le secteur de concentration, c'est l'accès à l'eau potable. S'il y a un gouvernement crédible, avec des cadres compétents,
une capacité d'absorption des financements extérieurs renforcée. Je vous assure que ces choses-là, l'accès à l'eau potable, ça peut être réglé définitivement pour tout le monde dans un délai de 5 ans. Ce n'est pas compliqué. Pour le monde rural, il s'agit de faire des forages. Pour les villes, il s'agit de faire de l'adduction d'eau. Il y a suffisamment d'eau à Guinée. Il s'agit de la capter, de la traiter, de la transporter, de la distribuer. Ça, on peut le faire. Il y a un autre mal dont souffre notre pays. Le système éducatif, la qualité de l'enseignement. C'est fondamental. Il faut reformer l'enseignement. Améliorer la qualité de l'enseignement pour que les jeunes Guinéens accèdent à un enseignement de qualité, surtout un enseignement de base. De qualité, c'est important. Parce que vous savez, le monde est devenu un village. Mais même au sein de la CEDEAO, on a pris des engagements qu'il n'y a pas de discrimination entre les citoyens de la CEDEAO dans le marché de l'emploi pour l'installation des entreprises. C'est écrit noir sur blanc. Mais si vous ne formez pas bien vos jeunes, vous allez importer des cadres, importer de la main-d'œuvre qualifiée, alors que vous êtes en train de souffrir d'un chômage insoutenable. Parce que vous ne pouvez pas obliger une entreprise aujourd'hui à recruter un Guinéen, parce que les Guinéens, lorsqu'il y a un Sénégalais à côté qui peut faire mieux le travail, l'entrepreneur cherche l'efficacité, ce n'est pas la nationalité qui va être son critère. Donc c'est d'abord notre intérêt d'améliorer le système éducatif, parce que l'exploitation, les mines de Guinée vont être exploitées. On ne peut plus rien, quel que soit le pouvoir. Le marché mondial a besoin de ce minerai-là maintenant. Le minerai de fer de Guinée, en 1970, dans les années 70, c'était un choix, l'arbitrage entre le Brésil et la Guinée. Compte tenu des risques qui existaient en Guinée, ils ont décidé d'investir au Brésil. On ne pouvait pas exploiter les deux. Nemba Simandou et... comment elle s'appelle la mine au Brésil, on ne pouvait pas les exploiter ensemble. Le choix a été fait pour aujourd'hui, cette mine-là au Brésil est épuisée. Les mines de fer, il y en a encore en Australie, mais la qualité du fer qu'il y a en Guinée, ça n'existe nulle part. C'est pourquoi il y a cette bataille pour le contrôle du Simandou et du Nemba. Donc, si nous n'avons pas de gens bien formés, à côté de la Côte d'Ivoire, ils ont des ouvriers parce qu'ils ont eu un système éducatif plus performant au Sénégal. Il faut, si vous ne pouvez pas par des lois, par des décrets protéger l'emploi guinéen. D'abord, ce serait en violation des engagements de la Guinée vis-à-vis de la CEDEAO, de dire que voilà, les emplois sont revenus, on ne peut pas discriminer un citoyen normalement ivoirien, sénégalais, béninois, lorsqu'il y a des offres d'emploi. Nous avons déjà un passeport CEDEAO, nous voulons aller à l'intégration complète et on ne va pas, la Guinée ne va pas rester à l'écart. Donc il faut rendre notre jeunesse compétitive par la qualité de l'éducation qu'on lui donne, par la qualité de l'enseignement qu'on lui dispense, pour que, en Guinée ou ailleurs, que nous puissions avoir des jeunes compétitifs. Donc le système éducatif est fait partie des priorités. Bien sûr, j'ai parlé des infrastructures, de l'état de droit, les infrastructures, le système éducatif et l'agriculture. L'agriculture doit être une priorité. L'agriculture paysanne. Quelles sont les filières qu'on peut développer où on a des avantages comparatifs? Il ne s'agit pas de se jeter comme ça à l'eau, on développe tout. On a beaucoup de potentialités, mais il faut sélectionner, voir dans quelle filière on a des avantages comparatifs et investir intelligemment et judicieusement dans ces secteurs-là pour qu'on importe ce qu'on ne peut pas produire, mais qu'on exporte suffisamment pour importer ce dont on a besoin. On peut avoir une agriculture équilibrée, on peut exporter du café, du cacao, on peut exporter de la pomme de terre pour importer du riz et de l'huile. On n'est pas obligé de tout produire, mais tout ce qu'on peut produire, on peut le produire aussi, mais il s'agit de voir quelle est la filière dans laquelle nous avons suffisamment d'avantages comparatifs. En la développant, on peut avoir une agriculture compétitive, exporter suffisamment vers le reste du monde pour importer les biens dont on a besoin. Alors, je voulais vous parler de ce programme parce que je sais que c'est priorité. On ne fait pas la politique. On ne demande pas d'aller au pouvoir pour le pouvoir. Nous voulons changer la situation des Guinéens.
améliorer leurs conditions de vie, leur garantir la sécurité et le respect de leur dignité, l'égalité des citoyens devant la loi, faire une véritable séparation du pouvoir et peut-être réduire le pouvoir de l'exécutif. Pourquoi pas? Pour que, voilà, il y ait, parce qu'aujourd'hui, l'exécutif a tous les pouvoirs. Voilà un peu quelques mots. Je ne veux pas vous ennuyer avec les détails. J'en ai beaucoup. Parce que j'ai eu une petite expérience des problèmes de l'État, des différents secteurs, les politiques sectorielles, les stratégies à mettre en place dans chaque département. Et naturellement, la bonne gestion, l'amélioration de la qualité de gouvernance, de la gouvernance dans tout. J'ai parlé des infrastructures routières, mais l'électricité, j'en ai parlé, le potentiel est là, le concours, il y a les barrages, mais peut-être tout le monde ne peut pas avoir accès à l'électricité du contour, mais il y a beaucoup d'autres alternatives. Il y a beaucoup d'autres sites sur lesquels on peut construire des barrages dans notre pays. Maintenant, votre contribution. Qu'est-ce que nous attendons de vous? Parce que vous allez me demander tout à l'heure, peut-être me dire qu'est-ce que vous attendez de nous. Nous, qu'est-ce que nous attendons de vous? On a besoin du soutien de la diaspora. D'abord, chacun de vous a des amis. Chacun de vous a des amis. Chacun de vous a une famille en Guinée. Merci. Chacun de vous a une famille. Que vous assistez, bien sûr. Mais vous êtes aussi cher à ces familles-là. Les membres de vos familles sont mobilisés pour l'UFDG. Je sais que la plupart d'entre vous, sinon vous tous, vos parents qui sont restés au village, au pays, sont dans l'UFDG, pour la plupart. Il faut les encourager. Le combat contre les dictatures peut s'avérer difficile, mais il ne faut pas qu'ils se découragent. Lutter contre un pouvoir qui dispose du trésor public sans contrôle, de la banque centrale sans contrôle, de l'administration centrale, de la justice, de l'Assemblée, de la CENI, de l'administration territoriale, préfet, sous-préfet. Et pour le cas de la Guinée, même les élus locaux ont été remplacés presque systématiquement par des gens du RPG. Donc ils ont beaucoup de moyens. Mais aussi, pour le cas de la Guinée, le chef de l'État dispose du pouvoir d'octroyer ou de retirer des permis d'exploitation minière dans un pays où le marché mondial a besoin, les compagnies minières ont besoin de notre minerai. Donc il faut que les gens, il faut que vous puissiez les sensibiliser pour qu'ils maintiennent leur soutien à l'UFDG. Nous n'avons pas senti de fléchissement, mais vaut mieux prévenir que guérir. Puisque vous êtes là, vos messages peuvent passer, il faut continuer à les encourager, à mener le combat jusqu'à la victoire, parce que la victoire sera de notre côté. J'en suis convaincu. Alors, sérieusement, je ne suis pas le seul. Beaucoup sont convaincus que la victoire sera du côté de l'UFDG. Ça ne nous dispense pas, au contraire, de continuer les efforts. Il faut les mener. Il faudrait, en plus de ça, de temps en temps, s'il y a les excès en Guinée, des violations flagrantes des droits humains, des lois de la République, lorsqu'on manifeste, nous souhaiterions que vous participiez pour que les autorités canadiennes ou ceux qui sont par là comprennent qu'il y a un peuple qui souffre d'injustice.
de violation de ces droits. Aux États-Unis, ils le font. Mais au Canada, vous pouvez aussi le faire de temps en temps. Comme c'est autorisé ici, dans le respect des règles et des procédures, vous pouvez aussi le faire. C'est une manière aussi de nous soutenir. Lorsqu'il y a des blessés dans nos manifestations, surtout ces derniers temps, vous avez réagi, vous avez apporté des soutiens, de l'assistance aux victimes, aux blessés. Je tiens à vous en remercier très sincèrement, car le Canada, les associations, le parti, tout le monde s'est mobilisé pour soutenir ceux qui ont été victimes des graves violences politiques dont l'UFDG a fait l'objet ces derniers temps. Donc les manifestations, vous pouvez aussi le faire. Les soutiens financiers, oui, l'honneur de la guerre, je ne peux pas ne pas en parler. Nous sollicitons votre aide, parce que la politique demande beaucoup d'argent. Il ne s'agit pas... Chacun, si, comme nous sommes nombreux dans le parti, si chacun fait un peu, ça sera beaucoup. Vous êtes à côté des États-Unis, vous avez vu comment les contributions pour l'élection de Obama, parfois c'est des petits montants que les gens ont donnés, mais comme il y avait beaucoup de gens, or l'UFDG a beaucoup de militants. Vous prenez seulement le premier tour, il y a eu 1 200 000 pratiquement qui ont voté pour nous. 1 200 000. Mais là-bas, les gens sont pauvres aujourd'hui. Ils se sont davantage appauvris. Je vous ai dit, il n'y a pas eu création de richesse. D'abord, c'est mal réparti, mais 2,3% de croissance, c'est moins le taux d'augmentation de la population. Mais tout est capté en haut. Le peu de richesse créée n'est pas distribué pour un groupe. Donc, nous avons besoin de votre soutien financier, de votre soutien moral, bien entendu, lorsqu'on est au front, lorsqu'on est au combat, sentir qu'on est soutenu par nos fédérations, des déclarations condamnant les excès, condamnant les violations des droits humains, condamnant l'impunité des criminels, condamnant le refus d'organiser des élections transparentes, condamnant le refus de mettre en œuvre des engagements pris librement. Par exemple, l'accord du 3 juillet, que le gouvernement a refusé de mettre en œuvre. Nous avons demandé récemment le dialogue pour examiner, faire le point sur la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement lors du dialogue. Le gouvernement dit non. On écrit au Premier ministre, il dit non. Le dialogue, c'est à l'Assemblée. On écrit encore, on persiste, ils disent non, on n'a pas besoin de dialogue. Or, il y avait 4 dispositions de l'accord qui n'étaient pas mises en œuvre par le gouvernement. Il y a l'engagement d'indemniser les victimes des violences exercées lors de nos manifestations pacifiques pour les élections législatives. Parce qu'on a tenu à préciser, pour ne pas qu'on dise depuis l'indépendance il y a des violences, on banalise comme ça. Ils ne veulent jamais examiner un dossier. Si vous dites le 28 septembre, mais avant il y a eu Camboiro, il y a eu ceci, on ne peut pas traiter un dossier et laisser les autres. Là, on négocie, on a dit ceux qui ont perdu des proches lors des manifestations pour les élections législatives. C'est dont les boutiques et les maisons ont été incendiées ou vandalisées par les loupards du RPG pendant les manifestations pour l'organisation des élections législatives. Le gouvernement s'était engagé. Le gouvernement s'était engagé à organiser les élections communales avant le 31 mars 2014. Il n'avait rien fait. Il s'était engagé à recruter un nouvel opérateur en lieu et place de Weimar Sabari. Il ne voulait pas le faire et il ne l'avait pas fait. On a tout fait pour qu'il y ait le dialogue, ils se sont dit non. Qu'est-ce que vous pouvez? On a dit bon, on suspend notre participation à l'Assemblée et on va reprendre les manifestations. Ça nous coûte, c'est normal, je vous ai dit, c'est que ça nous coûte. C'est après ça seulement qu'ils ont décidé d'ouvrir le dialogue. On ouvre le dialogue, très rapidement, c'est évident, c'est écrit noir sur blanc. Il y avait un nouveau ministre, celui de la Justice, qui a fait preuve d'une objectivité vraiment irréprochable. Chaque fois qu'on a posé le problème,
Il a dit, oui, c'est écrit. On dit, voilà le texte. Il dit, non, il faut qu'on le fasse. Alors, on décide, séance tenante, de mettre en place un pool de 5 juges qui vont s'occuper des enquêtes pour identifier les policiers et gendarmes qui ont tiré sur les jeunes, les 57 jeunes, pour les déférer devant les tribunaux. On décide que la justice s'occupe de l'évaluation et fasse des propositions pour l'indemnisation des victimes. On demande à la CENI de donner un calendrier pour les élections communales, parce qu'on avait déjà dépassé l'échéance du 31 mars. On dit d'arrêter toute activité, de faire arrêter toute activité de Weymark Sabari. Il y avait 3 membres du gouvernement, il y avait tout le RPG, on se met d'accord. On dit qu'on va recruter un nouvel opérateur. Maintenant, on invite la CENI à demander une assistance technique auprès des partenaires techniques et financiers pour l'élaboration du dossier d'appel d'offres et pour aider au choix de cet opérateur. Tout est écrit. Il n'y a pas eu vraiment de débat. La CENI était là, tout le monde était d'accord. Ils sont allés voir Alpha, il a dit niet. Alors ça, le blocage, bon, on a dit qu'on met en place maintenant un comité de suivi aussi de l'accord pour que à chaque fois le comité de suivi se retrouve pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Comme on ne fait pas confiance à la CENI, on se met d'accord qu'on met un comité de veille pour surveiller la CENI. Donc tout était réglé. Les gens sont posés, est-ce qu'Alpha Condé est toujours là? Parce que ça a été tellement facile, toutes les revendications de l'opposition étaient satisfaites. En présence des membres du gouvernement, du RPG et de tout le monde. Bon, maintenant, il a bloqué, le galop est bloqué. Après, le ministre de l'administration du territoire fait un relevé des conclusions, mais tout à fait différent de ce qui a été discuté et de ce qui a été arrêté. Mais ils n'ont pas, les gens chez nous n'ont pas de scrupules, quoi. Parce que c'était devant tout le monde. Bon, après, on a compris que c'est Alpha qui a dit qu'il n'était pas d'accord. Il fallait que Weymark Sabari reste. Mais dans l'accord, quand même, l'accord était signé par l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, le délégué de l'Union européenne, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, et qui était le médiateur dans le dialogue. Donc, finalement, ils ont commencé à faire des petites pressions diplomatiques. Finalement, il semble qu'ils ont renoncé à Weymark Sabari, malgré eux, mais ce n'est pas fini, parce qu'ils vont essayer de recruter quelqu'un aussi qui va être à leur dévotion, donc, parce que vous les connaissez. Bon, il reste... On a renvoyé Sabari Weymark parce qu'on leur avait confié la mission de corriger les anomalies qui avaient été identifiées lors des élections législatives. Mais c'est difficile. Le combat, vous êtes d'accord avec eux, après il n'est plus d'accord. Lorsqu'il y a une situation difficile, il peut céder. Mais ce n'est jamais de bonne foi, malheureusement. Et c'est ça qui rend le combat difficile. Vous êtes avec des gens qui ne sont pas comme vous, tout simplement. S'engager, lorsque c'est difficile, ils peuvent s'engager. Mais lorsqu'il faut réaliser les engagements, ce n'est pas toujours évident. Je ne pense pas que je vous ai trop ennuyé, puisque ça va être un dialogue. Je vais peut-être m'arrêter là, et s'il y a des questions, je vais prendre note et pouvoir répondre. Parce qu'il ne faut pas que je vienne monopoliser la parole. Et je voudrais savoir ce que vous pensez, ce que vous attendez de nous, et quelles sont peut-être les clarifications que vous souhaiteriez obtenir de la part de la direction nationale du parti. En tout cas, je suis très content de voir quand même autant de monde. On m'avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de... La communauté n'était pas aussi forte, mais c'est bon. Vous méritiez quand même le déplacement du président. Merci. Ah ouais, j'ai oublié de faire ça. J'ai demandé le soutien. Ça va venir dans une session. Oui, monsieur Ba. Moi, j'ai une question.
j'ai constaté que la plupart des institutions internationales et la plupart des grandes puissances occidentales, leurs représentants penchent du côté du pouvoir et donnent un appui au pouvoir de manière directe des fois ou de manière indirecte. Qu'est-ce que le parti envisage de faire vis-à-vis de cette situation? Parce que, bon, je ne veux pas nommer les gens, mais quand même... Est-ce que vous êtes à côté, c'est ça? C'est grave. C'est très grave. Parce que quand des institutions comme... que vous savez, ça va être très très difficile pour nous. Et quel plan nous avons au cas où le pouvoir refuse d'organiser des élections transparentes après 2015? Ouais. Merci. On va prendre 3 questions. On va prendre une série de questions. Après, je vais... Alors oui, bonjour, mon nom est Alpha Amadouba. Mon nom est Alpha Amadouba. Vous avez parlé de transparence dans votre discours, c'est très bien, c'est un bon mot. Mais comment est-ce que vous allez faire pour faire respecter la transparence? Est-ce que vous allez exiger des élections qui soient certifiées par la commune, par l'international, comme la Côte d'Ivoire? Oui, ok. Moi, je m'appelle Tierno Badjouba. Ma question est la suivante. La dernière fois, les États-Unis ont voté. Et quant à nous autres au Canada, ici, on n'a pas eu cette chance. Est-ce que le parti en place peut nous aider à participer pour cette fois-ci en 2015? Je vais répondre ça, après on va prendre 3 autres s'il en reste. Oui. Alors, face au soutien de certaines ambassades et certaines institutions au pouvoir, qu'est-ce que le parti fait? Souvent, ce que nous faisons, c'est que j'essayais de faire, on va dans les pays. J'étais au mois de juin, au mois de mai, j'étais à l'Union européenne, au bureau de madame qui vient de partir là, qui était chargée des affaires étrangères. J'ai rencontré beaucoup de gens pour leur expliquer ce qui se passe et les risques liés au non-respect d'abord de l'accord du 3 juillet, mais également à la mise en pratique, à l'organisation d'une mascarade électorale. Ils se sont réjouis de la paix. Tous les uns et les autres m'avaient rendu hommage en 2010 à l'UFDG pour ceci, parce qu'on a préservé la paix. Je leur dis que ça ne peut pas continuer. On ne peut pas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, lorsque de l'autre côté, il n'y a pas d'effort pour faire la transparence, parce que ça ne peut pas aller. Et donc, pour l'Union européenne, on leur a expliqué, j'étais en France, je suis régulièrement en France, au Quai d'Orsay, à l'Élysée, même, où j'ai des entrées, pour expliquer ce qui se passe. Et ne pensez pas, même pour le dialogue là, qui a eu lieu en jeu, c'est en partie grâce aux démarches que j'avais menées auprès de l'Union européenne et de la France pour leur dire les conséquences des élections sans l'opposition. Parce qu'Alpha voulait organiser le 30 juin, vous vous souviendrez, des élections sans l'opposition. C'est après eux qui l'ont sommé d'arrêter son processus, d'ouvrir le dialogue et de faire certaines concessions pour les trucs. Bon, j'étais la semaine dernière au département d'État, j'ai rencontré la sous-secrétaire d'État chargée des affaires africaines. Et je n'ai pas manqué même de dénoncer parfois tout ce qui se passe et qui me semble contraire à ce que je pourrais considérer comme la politique des États-Unis en matière de défense de la démocratie, des valeurs de démocratie, de liberté et de droits humains. Et qu'il faut que... J'ai rencontré beaucoup d'autres personnalités là-bas.
J'ai rencontré les 2 secrétaires généraux adjoints des Nations Unies à New York, il y a encore moins d'une semaine, pour attirer leur attention sur les risques liés à l'organisation d'élections non transparentes et non crédibles. Et voilà, on le fait régulièrement. Je suis souvent en Europe, en France, au ministère de la Coopération, au ministère des Affaires étrangères, à l'Élysée, et à l'Union européenne, à Bruxelles, partout, et on essaye d'attirer leur attention sur ce qui se passe. On ne peut pas seulement se contenter de ceux qui sont parfois là, parce que souvent on ne s'entend pas. Donc on le fait, c'est ce qu'on peut faire. Et puis, mais l'important c'est de savoir que nous ne pouvons pas attendre de la communauté internationale qu'elle assume nos responsabilités. C'est la première priorité chez eux, c'est la stabilité et la tranquillité du pays. Ce n'est pas nécessairement la démocratie ou les droits humains. Ils le disent haut et fort, mais parfois, et bon, si c'est calme, ils sont tranquilles. C'est lorsqu'ils sentent que si l'école française est fermée 3 jours, si le directeur de banque n'arrive pas à faire la crise, en ce moment, on dit bon, essayons de voir, il faut dialoguer. Ça, je ne devais pas publier tout ça, mais bon, il faut faire attention, mais c'est pas toujours, il faut compter sur nous-mêmes. C'est ça que je voulais dire. Alors, M. Alpha Amadouba, la transparence, est-ce qu'il est possible d'obtenir la certification? Non. Ce n'est pas la certification, c'est dans des cas vraiment spécifiques. Nous avons, lorsque j'étais avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, parce que le secrétaire général n'était pas là, et je leur ai demandé de s'impliquer fortement sous forme d'assistance technique, d'observation, même les CENI, même les CEPI, on peut avoir envoyé des assistances techniques. C'est ce qu'on peut faire s'il y a une présence massive d'experts étrangers dans le processus, ça peut aider. Mais la certification, c'est à des cas excessifs. Même la RDC s'était battue pour avoir des certifications, alors qu'il y a plus de 17 hommes des Nations Unies là-bas. Ce n'est pas toujours évident. Je sais que je puis vous dire d'ailleurs, c'est qu'Alpha Condé a essayé de dire aux gens, écoutez, maintenant, dans les principes, l'assistance technique est demandée s'il n'y a pas un guerre. C'est-à-dire qu'il faut que l'État demande l'assistance technique. On ne peut pas imposer à un pays qui est sorti de la transition une assistance technique, dans les règles. Maintenant, il s'agit de voir comment on peut faire pour essayer d'encourager, disons, pour utiliser le terme des diplomates, d'encourager les pays à demander cette assistance technique-là. Mais la certification, c'est parce que le pays est vraiment en guerre, a atteint un niveau de crise qui n'est pas, considère qu'il n'est pas le nôtre, sinon on l'aurait souhaité, parce que, bon, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une forte assistance technique de tous les partenaires techniques et financiers, parce que si l'Union européenne n'était pas là en termes de mission d'observation, s'il n'était pas là en termes d'assistance technique à la CENI et au site central, je dois avouer que l'opposition n'aurait pas eu le nombre de sièges qu'on a eu, le FDG n'aurait pas eu. Parce qu'Alpha allait prendre Kaloum, Matoto, partout où elle n'était pas, comme en Haute-Guinée, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Parce que nous, on ne pouvait pas être présents, on n'avait pas les moyens de déployer des gens. Alors, Tierno Madjou, vous êtes de Télémélé? Putain, ah oui, ils sont non. Alors, le vote du Canada, on va se battre. On aura la résistance du pouvoir parce qu'ils savent que le pouvoir n'a pas intérêt à ce que les Guinéens de l'extérieur votent. Si on s'est battu pour les législatives, c'était moins pour les législatives que pour les présidentielles. Il y a 17 pays, mais on va se battre pour qu'on passe à 25 ou 30. Je ne sais pas ce qu'on obtiendra, mais croyez-moi, d'abord parce qu'il s'agira de faire exercer à des citoyens guinéens des droits octroyés par la Constitution, mais ensuite on a intérêt. Donc nous allons tout faire pour que vous puissiez être recensés et que vous puissiez voter. Le Canada est sur la liste parce qu'on prépare la liste d'une dizaine encore de pays
où il y a de fortes communautés, ou dans certains pays même. Si vous connaissez le Sénégal, on a recensé qu'à Dakar, on peut aller dans la Casamance, recenser, avoir des bureaux de vote. Et comme on a fait en Côte d'Ivoire, ils sont allés à Bouaké, ils sont allés tout, mais au Sénégal, on s'est limité à Dakar, alors qu'on peut aller à Fatick, à Saint-Louis, mais surtout à Kolda et à Ziguinchor, pour trouver de fortes communautés kenyans là qui pourraient voter. Et nous avons le Togo, où il y a une forte communauté, peut-être autant qu'il y en a au Canada, 8 à 10 000 Guinéens. Nous avons au Mozambique, il y a beaucoup de Guinéens là-bas, à Nampula et à Maputo, j'étais là-bas, j'étais surpris. Il y a beaucoup de Guinéens. Au Ghana, il y en a de plus en plus. Bon, dans d'autres pays, on peut faire en sorte qu'on ait un truc en Hollande, en Belgique. Séparément, les Hollandais venaient en Belgique, non? Ou bien? Ils sont en Hollande, ok, d'accord. Donc on se battra en tout cas pour une augmentation du nombre de pays. Et le Canada est en bonne position. Maintenant, on aura, il faut le dire, le savoir, on aura la résistance du pouvoir qui n'a pas intérêt. Mais nos arguments, c'est permettre aux Guinéens d'exercer le droit. Vous participez activement à la vie économique et sociale dans le pays. Vous contribuez à la lutte contre la pauvreté grâce aux soutiens familiaux que vous envoyez, grâce aux investissements que vous réalisez pour acquérir un bâtiment, soit dans le village, soit dans les villes. C'est tout à fait normal que vous participiez à la vie politique, au-delà des intérêts des partis. Vous avez une ambassade ici, de plein exercice, au Canada. Il n'y a pas de raison qu'on vous refuse ce droit. En tout cas, on se battra pour vous. Si vous pouvez nous aider, ce sera bon. J'ai une question. J'ai une question.